Bonsoir à tous. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous sommes de retour au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Nous sommes le mercredi 29 avril 2026, soit 2 jours avant mon jour de manifestation préféré de l'année, le 1er mai. Déjà, je sens les odeurs de merguez trop cuites qui se sont agrippées à la moustache de Philippe Martinez et au carré de Sophie Binet. Déjà, je m'impatiente à l'idée de chanter Frites from Desire et On lâche rien derrière le char de Sud Solidaire. Et à Modou, je vous le prédis, nous serons 1 million selon les syndicats et 100 000 partout en France selon la police. Car oui, c'est le genre de truc que tu peux anticiper avec autant de certitude que les trahisons du Parti Socialiste. Il faudra être nombreuses parce que déjà, le glissement sémantique dans le langage commun de fête des travailleurs à celui de fête du travail est une victoire du patronat. Car oui, le 1er mai est avant tout un jour de fête où sont célébrées les conquêtes sociales des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est donc pas pour rien que, après que Bayrou a échoué à supprimer le 8 mai comme jour férié, car finalement c'est vrai qu'on s'en fout un peu de commémorer la victoire contre le nazisme, notre Premier ministre Lecornu est revenu à la charge ce mois-ci en brisant un tabou que même Nicolas Sarkozy n'aurait pas osé briser en son temps. Lecornu a sorti la sulfateuse à gauchiste avec cette proposition, transformer le 1er mai, à savoir le seul jour chômé et payé, en un jour où, plutôt que de fêter les travailleurs, on fêterait les travailleurs en les faisant travailler. Et oui, en fait, ce que nous fait le gouvernement, c'est même pas un rapport sadomaso kinky marxiste pour edger les gauchistes du type « Ouh, est-ce que tu veux que je demande ton nombre d'heures minimum pour obtenir l'intermittence ?» ou est-ce que tu es encore assez maso pour faire barrage en 2027 en votant Daddy Philippe et qu'on te remercie en te faisant bosser jusqu'à 67 ans ?» Non, non, là, ce que nous fait le gouvernement, c'est une guerre de classe aussi jusque-boutiste que quand Michel Houellebecq a voulu relancer sa carrière en faisant une sextape. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans cette annonce, dans le fait que ces politiques voient cette proposition comme une mesure de liberté des travailleurs plutôt qu'une mesure d'humiliation de l'histoire des luttes des travailleurs et des travailleuses, c'est le modèle de société qu'elle dessine. Ce que cela raconte sur la vision du bonheur et de la vie qu'a la Macronie, et notamment sur son rapport au temps. Il n'y a pas d'existence valable en Macronie en dehors du temps de travail. Et pire, imaginez qu'on puisse faire collectif en dehors du travail pour faire autre chose que produire et acheter, mais pour se battre pour des droits, pour prendre soin du vivant ou bien pour créer de l'art, c'est tout à fait impensable à leurs yeux. Parce que oui, créer du lien sans créer dans des lieux ou bien créer des œuvres d'art, ça prend du temps, c'est long et ça peut être difficile. On ne crée pas de l'art de qualité en une nuit et un mouvement social puissant n'émerge pas non plus en quelques semaines. Tout ça est le produit de rencontres, d'erreurs, de recherches, mais aussi de temps de repos, de réflexion, d'un temps long et non commercial, tout simplement. D'un temps qui nous laisse nous imprégner de la vie, de la nature et des autres qui nous entourent. Par exemple, ce podcast n'aurait jamais pu voir le jour sans le temps et la stabilité que m'a permis l'assurance chômage, chômage dont j'ai eu droit après 2 ans de travail et grâce auquel j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie dans un moment où je n'y trouvais plus beaucoup de sens. Et oui, c'est grâce au chômage que j'ai très sérieusement décidé de quitter un taf de bureau très bien payé et où je me suis dit que c'était un super plan de carrière que de se retrouver dans une cave mal éclairée à faire des blagues de gauchistes bénévolement avec une drag queen qui a la flemme de se maquiller une fois sur 2. France travaille quand tu nous tiens. Cependant, ce n'est pas parce qu'on prend du temps à créer quelque chose que cela est nécessairement réussi. Là est bien la cruauté de la création. Alors bien que je ne pense pas qu'elle soit membre de la CGT Spectacle, quand Madonna prend 7 ans pour nous donner le tube I Feel So Free de son prochain album Confession on the Dance Floor 2, le Parti Socialiste, lui, met 10 ans à rédiger un programme politique. Est-ce qu'on les félicite ? Oui. Est-ce pour autant un programme de gauche ? Non! Alors, vous m'excuserez, je suis un peu biaisé car j'ai du mal à oublier que c'est sous la présidence socialiste de François Hollande
que j'ai participé à ma première manif du 1er mai à Paris et que j'ai vu des manifestants se faire nasser, gazer et brutaliser par la police pour la première fois. Alors, par honnêteté intellectuelle et éthique journalistique, je vais donc citer le politiste Pierre-Nicolas Baudot, plus objectif que moi dans son analyse et qui a été interviewé par Mediapart au sujet du tant attendu programme du Parti socialiste. Le chercheur affirme donc, je cite, « Le programme du PS est effectivement moins à gauche que le programme du Nouveau Front Populaire, mais c'est quand même un vrai pas du PS vers la gauche par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment. » Alors oui, moi aussi, je ne dirais pas que je suis devenu hétérosexuel, mais je dirais que j'ai fait un vrai pas vers l'hétérosexualité quand, bien qu'étant végétarien, je suis allé soutenir l'ouverture du Master Poulet de Saint-Ouen la semaine dernière. Alors, on se donne rendez-vous le vendredi 1er mai, partout en France, pour marcher ensemble, se donner de la force, défendre les droits des travailleurs et des travailleuses et faire un vrai pas vers un monde où l'on fête tous les jours celles et ceux qui font véritablement vivre la société. Et pour que ce monde voie le jour, je finirai donc en citant le conseil d'une grande voix de la révolution prolétarienne du nom de camarade Britney Jean Spears. You better work, bitch! Et c'est maintenant l'heure de faire entrer celle qui a déjà prévu de trahir les travailleurs au profit du modèle macroniste, puisqu'elle performera le 1er mai à Bordeaux son spectacle Shrek is a Drag Queen. Je veux bien sûr parler de la Louise Michel de la cave des souffleuses, Babouchka Babouche. Bonsoir. Waouh, il y a du monde, c'est chouette. Non, mais par contre, pour les accusations, oui, je vais performer le 1er mai, mais est-ce que Bordeaux, c'est vraiment la France? Et quoi qu'il arrive, Bordeaux, c'est pas une ville de gauche. On est d'accord. Du coup, ça compte pas vraiment. Et ce soir, nous sommes honorés de nous mettre une plume dans le cul avec une comédienne que l'on adore. Son militantisme syndical et féministe, ainsi que ses choix artistiques singuliers et engagés, nous ont marqués, que ce soit chez Claude Chabrol en début de carrière, en présidente de la République dans la série Baron Noir, ou plus récemment sur les planches de théâtre pour la pièce d'Ovidie, La chair est triste, hélas, ou encore avec le collectif Draga autour des guerrières de Monique Wittig. Et si ce n'était pas déjà assez slay, on a appris il y a quelques jours qu'elle allait co-présider le jury de la Queer Palm 2026, la sélection queer du Festival de Cannes, aux côtés du non-moi slay metteur en scène Thomas Joly. Veuillez donc accueillir, comme il se doit, Anna Mouglalis. Alors Anna, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est moi qui suis. Alors j'imagine que tu ne connaissais pas l'existence du Masque et la Plume dans le cul avant qu'on l'on t'invite et que tu n'écoutais donc pas Station, la web radio de la station Gare des Mines, le 6 janvier 2026 de 18h à 19h. Non, c'est vrai. Mais on t'en veut pas du tout, hein. Moi non plus, j'écoute pas le podcast. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au mois de janvier, on a fait une table ronde top-flop des films de l'année 2025 aux côtés des réalisatrices Alexis Langlois et Laurence Saint-Gaudens. Et on a dit ça. Samy, une plume et une épine? Alors moi, ma plume, ça serait un film qui est un peu passé inaperçu, qui s'appelle La mer au loin, de Saïd Amish. Tout à l'heure, Magnifique. on est bien d'accord. Très beau film qui est passé vraiment inaperçu. Ouais, tout à l'heure, on parlait de L'Agent secret comme un film qui utilise le cinéma pour un peu rendre la dignité et réécrire l'histoire brésilienne. La mer au loin fait ça pour l'immigration maghrébine en France dans les années 90. Immigration qui a vu mon père venir en France. Du coup, pour moi, c'est un sujet assez intime. Mais le film, à la fois, ne rate pas son mélo et toutes ces scènes bouleversantes. Et en même temps, utilise vraiment le cinéma. Enfin, il y a des scènes qui, moi, m'ont fait penser à vraiment du Francis Ford Coppola, du Parrain, du tout ça. Et j'ai trouvé que cette ambition était très salutaire pour un film français qui n'avait pas peur d'avoir l'ambition de raconter toute une génération, de raconter tout un peuple en moins de 2 heures. Et Anna Mouglalis est magnifique. Et d'ailleurs, Anna, si tu nous écoutes en direct, on t'attend dans le Masque et la Plume dans le cul. Anna. Anna, Enfin, s'il je te dis plaît, grave, viens. Si tu viendras, si elle vient. S'il te plaît. Anna, viens, on a besoin de toi.
Alors voilà, si maintenant vous doutez mais attends, encore que 4 queers autour d'une table, ça lance des sortilèges. Je sais pas qui est ce Samy, mais il parle extrêmement bien. Apparemment, ils partagent une carte UGC avec Babouche que la bouche. Ah, ok. C'est donc ça, les places pour Mario, ok. Alors, plus sérieusement, Anna, on voulait commencer l'épisode en parlant du film La mer au loin. Qu'on adore. Donc, tu as pu entendre qu'on adore. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait ce film et pourquoi tu as décidé d'y participer et surtout de le défendre, puisque le film a aussi été distribué et en partie censuré quand c'est sorti au Maroc par le gouvernement. Alors, c'est le réalisateur Saïd Amish, qui est aussi producteur, qui est venu me voir au théâtre. Je jouais Sorcière de Mona Chollet dans un spectacle collectif. Et il est venu avec le scénario et voilà, je l'ai lu 2 jours après. J'ai trouvé ça magnifique. Ça fait partie des rares scénarios qui m'ont vraiment ému à la lecture. Et donc je lui ai dit, allons-y. En plus, on était en plein... Voilà, c'était juste avant les manifs contre la nouvelle loi immigration. Et je me disais que c'était... que c'était important qu'on puisse avoir ce récit. Il avait réussi à le monter. Et voilà, on est parti. Bon, il y a eu des rebondissements. Ça a été compliqué pour lui de le faire, le film. Et puis, comme vous le faisiez remarquer dans votre échange du mois de janvier, c'était un film qui a été sorti comme un film d'arabe, vraiment. Et donc, il y a eu 3 salles à Paris. Alors que il y a eu un truc un petit peu bizarre. On a eu une presse dithyrambique de l'humanité au Figaro. Ça, faut toujours se demander. Non, mais oui, moi, je me souviens, ça m'avait choqué. Le Figaro était fan. Ouais, c'était très bizarre. Mais voilà, donc j'y suis allé avec beaucoup d'envie. C'était aussi une proposition sur un personnage qu'on me proposait pas. Avec l'âge, il se passe des trucs formidables. Et c'est un film qui s'est fait avec très peu d'argent, qui aborde c'est pas ça, c'est l'immigration, mais il y a aussi toute une partie du film qui traite d'une bisexualité ou enfin voilà d'une obligation à l'hétérosexualité un peu joyeuse puisqu'il y a un couple qui arrive quand même à fonctionner, qui est pas dans la censure, mais donc toute une immigration avec voilà des hommes qui se retrouvent en clandestinité, qui sont trans, qui sont travestis, qui vivent de prostitution et d'amour et qui sont confrontés à une violence extrême, et un personnage de policier qui est un policier qui aime, c'est mon mari, qui aime les hommes, mais qui se l'interdit, venant lui-même de l'immigration italienne, avec des mandats de virilité absolument abominables. Mais ouais, c'est un film très fin, et je trouve qu'il a fait un travail remarquable au montage. Il a réécrit le film. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très littéraire. Il y a des ellipses osées. La façon dont il mélange aussi, parce que le rail est un vrai personnage de ce film. Moi, ce qui a fait aussi que j'ai eu très envie, c'est que j'étais très amie avec Rachida. Et voilà, bon, il n'y a pas de Rachid dans le film, mais je trouvais que c'était important, parce qu'encore une fois, c'est c'est comme si on rayait tout ça alors t'es beaucoup plus jeune que moi, mais ça a fait vraiment partie de notre éducation en fait. Et sur l'histoire de la censure, en fait, quand on va pas au Maroc, on se rend pas compte, c'est pas du tout un pays gay friendly. En fait, c'est interdit l'homosexualité. C'est très dur, très 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 violent. Et le réalisateur Saïd Amish est marocain. Il est aussi, par ailleurs, le producteur d'Abdel Attaya. Je ne sais pas si vous connaissez. On conseille ses livres. On et ses adore. films. Ouais, moi aussi j'adore. Son dernier film Cabo Negro, notamment. Ouais, qui est très très beau. Moi, j'adore les Arabes gays en général, mais celui-là en particulier.
Et voilà, bon, donc, c'est un peu décousu là ce que je raconte, mais bon, c'est des histoires de rencontres. Mais Abdellah, il est produit par Saïd Amish, qui est le réalisateur de La mer au loin. Et donc, on s'est retrouvés au Festival de Marrakech à montrer les films, pas ensemble, mais du coup, on était ensemble. Moi, j'ai pu voir Cabo Negro pour la première fois à Marrakech. Ça a été assez délirant. Parce que bon, Abdellah est quelqu'un d'extrêmement courageux, qui a été la victime pendant la projection d'un raid homophobe. Donc on a été exfiltré de la salle de projection. Moi, toutes mes interviews du lendemain ont été annulées. Parce que dans le film de Saïd, bah oui, on aborde l'homosexualité. Mais et quand tu parlais de censure, c'est-à-dire les films qui veulent sortir au Maroc ne doivent pas aborder ces sujets. Donc le réalisateur a réussi à faire quelque chose. Il est marocain, il connaît la réalité, il est producteur, il fait des coproductions sans arrêt avec le Maroc. Et oui, le montage montré au Maroc, c'est pas celui qui est sorti en France. Merci. Alors, je pense aussi qu'une chose qui surprend ou intrigue quand on regarde ta carrière, c'est la cohérence des projets qui sont souvent engagés et intimistes, et le fait que tu es aussi une égérie Chanel. Voilà. D'ailleurs, quand Karl Lagerfeld est décédé, tu as raconté que, alors que tu pensais ne trouver que superficialité dans ce milieu, tu as trouvé chez Lagerfeld une profondeur et une culture impressionnante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Karl Lagerfeld, de qui il était et pourquoi il était aussi important pour toi? Ben, j'ai rencontré Karl, j'étais somme toute très jeune, dans un milieu, voilà, le milieu du théâtre, du cinéma, qui était, qui est toujours mépris dans une hétérosexualité d'une grande brutalité. Et la rencontre avec Karl, alors que bon, c'est un endroit de pouvoir, un grand endroit du capitalisme, ça a été complètement autre. J'ai relationné avec quelqu'un qui ne voulait pas me posséder, qui m'a donné énormément, mais même par rapport à tout ce rapport à l'image. C'est quelqu'un, le jour où il décide que je sais pas, une personne est intéressante ou qu'elle est belle, c'est délirant. Le lendemain, tout le monde vous trouve belle. Mais c'est un pouvoir. Je me souviens oui, le lendemain de l'annonce de ce contrat, j'avais un t-shirt, on m'a dit oh, qu'est-ce qu'il est chic. La veille, il l'était pas. Mais bon, voilà, et c'est quelqu'un qui en même temps était, il a jamais oublié qui j'étais. Donc à chaque fois qu'il s'agissait de renouveler ce contrat, il me tapait dans le dos en me disant ça mettrait du beurre dans les épinards. Je disais bah ouais. Ouais, c'est ça. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, Chanel, c'est une marque de luxe. Et Karl Lagerfeld était gay. Non, mais c'est pour le public de gauche qui n'est pas forcément au courant de ces réalités. Mais en fait, c'est intéressant parce que un contrat d'égérie chez Chanel, c'est hyper important dans l'économie d'une actrice. Et donc, tu es aussi militante syndicale et tu revendiques, je trouve ça hyper intéressant, le fait d'inscrire vraiment ton métier de comédienne, même connue, avant tout comme un travail avec des conditions de travail, des contrats, des droits des employeurs, des employés. Et donc, tu as dit ce truc en interview que moi j'adore. Tu as dit tout le monde me dit t'as pas eu ton grand rôle, mais moi je m'en fous d'avoir un grand rôle, c'est un travail avant tout. Et est-ce que tu peux nous expliquer? Alors c'était sur Mediapart. Je vais essayer de me l'expliquer à moi-même. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de défendre cette vision du métier d'actrice comme un travail en fait? Alors ouais, et juste pour revenir aux histoires de grand rôle ou pas grand rôle, c'est ce qu'on appelle un grand rôle. Alors pourtant, j'ai donné aussi, mais
en tant que jeune actrice, une actrice à qui on va donner un prix, qui va être dans la lumière, c'est une actrice qui va jouer dans un film dans lequel il y aura beaucoup de violences sexuelles, où elle va être dénudée du début à la fin. On ne sait pas pourquoi, même si elle arrose des plantes, c'est écrit dans le scénario qu'elle est nue. Donc voilà, quand je dis travailler, c'est-à-dire éventuellement ne pas avoir envie de céder à ça, éventuellement fermer cette porte, parce que moi j'étais abonné au rôle de fille mystérieuse. Mais un rôle n'est pas mystérieux. Enfin, le scénario s'intéresse au personnage ou pas. Quand il s'y intéresse pas, on met ce mot mystérieux. Puis on parlait encore aussi beaucoup à l'époque des rôles de femmes fatales. Alors ça, bon, il faudrait quand même qu'on se débarrasse de ces histoires. Les femmes tuent très très peu. En revanche, elles sont systématiquement torturées, martyrisées et assassinées. Donc bon, voilà. Donc je disais, on peut travailler, on peut décider de prendre d'autres chemins, on peut décider d'arrêter d'être asphyxié par cette tyrannie du désir des réalisateurs qui ne correspond pas du tout à la réalité de la pratique du métier qu'on veut faire. Nous, on ne va pas à un casting pour séduire un metteur en scène. Lui, s'il veut un rôle de femme séduisante, il vous choisit parce que vous l'avez séduit, ce qui est un peu compliqué, quoi. Ça ne va pas au départ. Et sur le fait de défendre que c'est un travail, on le sait, MeToo, c'est un mouvement qui est très important, qu'il faut continuer à accompagner vraiment, parce que par moments, on a l'impression qu'il y a eu de grandes avancées. Et c'est encore tout frais dès qu'il s'agit de quelqu'un de notre entourage. On voit comme les doutes s'immiscent quand c'est dans la famille, quand c'est à quel point en fait c'est pas du tout ancré. On n'y est pas. Et pourquoi je raconte ça? Non, mais pour dire que, effectivement, actrice, c'est un métier. Il existe, il y a des gens qui se sont battus, il y a un code du travail qui est systématiquement bafoué alors qu'on peut le faire reconnaître. Et donc voilà, moi je milite vraiment pour que les acteurs, les actrices entrent dans un syndicat. Il faut défendre nos droits et surtout les faire appliquer, les faire respecter, quoi. Et puis pour cette histoire de grand rôle, j'aimerais rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a le film Michael, où Michael Jackson, a priori, est un grand rôle. Je sais pas, si on te l'a proposé, je pense pas. Mais quoi qu'il arrive, je pense que tu ne l'aurais pas pris. Je pense que je l'aurais pas fait, non. Et je crois même qu'on va pas aller voir le film. Hein. Ouais. Mais en fait... Mais c'est fragile, tu vois. Oui, c'est dingue que ça se fasse. Non, mais c'est dingue. Et ça fait des millions d'entrées, là. Ouais, c'est un gros succès. Mais en fait, c'est que quand tu as commencé chez Chanel, tu étais déjà tellement de gauche que tu n'avais pas de compte en banque. Non, j'avais un compte postal. Et on m'a demandé de donner un relevé d'identité bancaire. J'ai dit, j'ai un RIP, un relevé d'identité postale. On m'a dit, non, c'est pas sérieux. Je me suis dit, c'est hyper sérieux, en fait. Mais à l'époque, c'était vraiment la poste. C'était pas encore la banque postale. Maintenant, c'est devenu une banque comme une autre. Mais ouais, voilà. Du coup, t'es allé au Crédit Coopératif? Aujourd'hui? Ouais. Ah non. Là, HSBC? Non. Crédit Mutuel? Non, je suis au Crédit Lyonnais, mais parce que... Il n'y a pas de banque de gauche, en fait. Hein, on va pas se mentir. Non, mais il n'y a pas de mauvaise situation. Non, mais c'est une question... Ouais, non, mais moi, j'ai vécu des trucs à Lyon. À Lyon. Non, des rendez-vous avec des banquiers. J'ai eu ça une fois, mais bon, c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin éventuellement d'ouvrir un compte en banque et qu'on te dit « Viens donc avec moi dans cette... » Et j'ai fait ça une fois dans ma vie. Et... Ah, on peut faire des rendez-vous bancaires à plusieurs? Mais c'est... Il faut faire semblant de pas être, pas connaître vraiment la personne, mais ouais, c'est des packages et c'était immonde, quoi. Un casting, en fait. Okay. Avec un mec qui m'a fait croire que finalement ça l'intéressait pas que je mette de l'argent dans sa banque, où tu dis très bien. Après, du coup, je comprends qu'on te décrive comme une femme mystérieuse, parce que c'est très mystérieux ces rendez-vous quand même. Mais on n'en demandera pas plus parce que
Alors, T'as jamais eu des amis interdits bancaires? Eh ben si, en fait. Mais étant à l'heure actuelle en galère pour renouveler mon intermittent, je pense pas que c'est vers moi qu'ils aillent pour chercher la lumière. Je pense qu'ils ont d'autres amis. Enfin, je leur souhaite d'ailleurs. Alors, donc ton activité de mannequin, tu l'as poursuivie en parallèle de ton métier d'actrice. Et je suis retombé en fait sur une interview que tu as donnée chez Thierry Ardisson à l'occasion de la sortie du film La vie nouvelle de Philippe Grandrieux. Et en fait, c'est toujours fou quand tu te replonges dans ce qu'était cette émission de Ardisson. RIP. Il y a une séquence que je trouve qui est bien sexiste, dans laquelle tu as l'air un peu effaré. Et où Ardisson te ramène en permanence en fait à ton corps. Quel personnage. Et à tes cheveux. Et à tes cheveux notamment que tu avais coupé pour le film. Et tu m'as dit en préparant l'émission, et c'est un peu en lien avec la question du compte bancaire, tu m'as dit en préparant l'émission que pour résister en tant que femme, dans l'industrie du cinéma, il faut avant même d'y entrer, en fait, avoir les outils, être politisé, car sinon la machine te mange en fait. En 2024 notamment, tu as porté, tu préciseras, tu as fait partie des personnes qui ont parlé autour des agressions sexuelles de Jacques Doyon envers des actrices, notamment Judith Godrèche et Isilde Lescaut. Tu as aussi témoigné lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dans la culture, où tu as raconté tes expériences sur les plateaux, où ton consentement sur la manière dont tu étais filmé, notamment sur des scènes de nu, n'a pas été respecté. Comment tu as fait pour naviguer la prédation de cette industrie sur les corps féminins, notamment au début de ta carrière, et comment la place des femmes a évolué dans cette industrie selon toi? Déjà, il est mort. Ardisson. Non, mais... L'homme en noir. Ouais. Non, arrêtons, on va finir ce français de souche demain. Non. Il est mort, point. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en fait comme de faire un service militaire. Non, mais pour de vrai. Parce que c'était un passage un peu obligatoire dans la mesure où c'est des émissions qui étaient vraiment prescriptrices, quoi. Donc ça changeait la donne pour un film. D'un coup, il y avait éventuellement plus d'entrées. Pour les livres, c'était pareil. D'ailleurs, il y a Ovidie qui a écrit un livre qui s'appelle Slut Shaming, qui en parle plutôt très très bien. Et voilà, moi je suis allé dans cette émission, c'était déjà la deuxième fois et on se saquait pas. Et cette émission, celle dont tu parles, parce que la première c'était sidérant, surtout que j'avais pas la télé, donc je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais d'ailleurs, je suis un tout petit peu dissocié par moment. Je crois que je comprends même pas ce qu'il me raconte. Mais la deuxième fois, ce qui est pire, c'est que, en fait, il n'arrêtait pas de dire des conneries. Qui me montrait qu'il n'avait pas vu le film. Donc, en fait, que ça servait à rien, parce qu'il faut savoir que ça dure 5 heures, ces émissions. C'est 5 heures et on n'est pas payé. Et donc, il est insupportable, il dit n'importe quoi, donc je le reprends. Je lui dis, vous n'avez pas vu le film, ça parle pas du tout de ce truc. Enfin, on s'est pas fait chier à faire un film pour qu'il y ait n'importe quoi de dit autour. Et là, c'était préenregistré. Donc, à chaque fois que je le reprends, il s'énerve, il coupe, il hurle et il dit, coupez, on rembobine. Et donc il me dit, vous reprenez votre verre, là, vous étiez en train de boire de l'eau. Et je lui dis, mais c'est pas un tournage, je suis pas payé, je reprends pas mon verre. Non, et là où c'est... Donc ça a été très tendu, ce truc. Mais la chance, c'est qu'il y avait des journalistes qui étaient là et qu'on fait des papiers là-dessus. Mais bon, pas assez, en fait, c'est pas assez. C'est rien par rapport à ce qu'il a fait à d'autres. Mais c'était un climat très violent. Très, très, très violent. Et après, tu me parlais sur l'évolution de la condition des actrices dans l'industrie, et notamment autour de la commission de Judith Godrèche. Ouais. La prise de parole de Judith Godrèche, on le sait, elle a été très importante, comme celle d'Adèle Haenel, qui a été la première, a été très importante. D'après, les médias veulent toujours invisibiliser les premières. À chaque fois, Judith Godrèche, on n'arrêtait pas de lui dire c'est la première fois qu'on parle, alors que c'est faux. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que si
les protagonistes elles-mêmes arrêtent d'invisibiliser celles qu'on précédé, bon, il va se passer quelque chose, mais on en est là, quoi. Il faut une historicité de ces luttes encore très, très, très récentes. Je ne sais pas si les choses ont tant changé que ça. Franchement, je crois pas. Mais bon, il y a des gens qui ne veulent plus participer. Si, ce qui a changé, c'est peut-être, et c'est très très important, parce que moi, je pense que ça passe vraiment par le langage. Il y a des mots aujourd'hui qui parlent presque à tout le monde. Quand on voit que même chez les adolescents, il y a un vocabulaire qui maintenant existe. Mais quand on regarde en revanche, je sais pas, dans les enquêtes qui sont faites sur les jeunes, sur leur rapport à la sexualité, quand on voit la pornographie qu'ils consomment, qui est d'une violence extrême, et l'éducation sexuelle est à cet endroit-là, c'est compliqué. Donc je sais pas. Je suis optimiste parce que je suis hyper pessimiste. Donc ça peut pas aller vraiment. Sur les plateaux, t'as pas vu de grands changements. On parle beaucoup des coordinateurs d'intimité, mais Bon, enfin, tout ça, c'est peut-être le monde des assurances et des procès, c'est la peur, c'est uniquement de la peur d'un coup de pouvoir être condamné. Donc c'est pour ça qu'il faut appliquer le droit du travail. Parce que des insultes sexistes, du harcèlement, on parle de délit, d'agression. Il faut systématiquement maintenant refuser que ça ait lieu. C'est pas des opinions. ouais, et tu parlais de pornographie. Récemment, tu as joué au théâtre l'adaptation d'un texte d'Ovidie qui s'intitule La chair est triste, hélas. Alors, Ovidie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une artiste qui a réalisé des films porno féministes, mais elle est aussi documentariste, essayiste. Et dans La chair est triste, hélas, Ovidie revient sur son parcours dans ce monde patriarcal et défend comme réponse à la violence des hommes la grève du sexe avec les hommes. Alors, c'est un texte qui démonte bien les hommes. Ça t'a fait du bien de jouer ce texte ? Bah ouais. Non, il y avait quelque chose de vraiment jubilatoire avec le public. Parce qu'il y avait presque que des femmes. Ça s'est joué, le théâtre était complet tout le temps. Et des PD, quand on y était. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, de voir des jeunes filles de 15 ans, des femmes de 90, et de voir qu'on arrivait à rire tout ensemble de nos traumas au même endroit. Des femmes, qu'elles aient été hétérosexuelles ou pas, d'ailleurs. Parce que les injonctions, on vit tout en patriarcat, donc ça touche tout le monde en fait. Ça touche aussi des femmes homosexuelles. Donc ça, c'était très fort et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et ça si continue. je me trompe pas, ça va se rejouer. Ouais. Non, parce que moi, j'ai pas eu ma place, mais je t'invite. Ah, bah ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ouais, on reprend en 2027. Je suis pas pressé. D'ailleurs, tu as joué un rôle de femme de pouvoir dans un monde d'hommes, celui d'Amélie Dorandeux, la présidente de la République dans la série Baron Noir. Alors, Baron Noir fait partie, aux côtés, je pense, du Bureau des légendes et de 10% des séries qui ont vraiment fait passer un cap dans les ambitions de ce que pouvaient être les séries françaises. Engrenage. Il y avait Engrenage aussi avant, un peu. Il y avait Les Revenants, il y avait des choses. Mais ces trois séries ont vraiment marqué un moment important. Qu'est-ce qui a fait, premier temps, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers la série, et particulièrement cette série, qui est une série qui assume sa volonté de miroir, si ce n'est même de prédiction, de la vie politique française? Alors au départ, quand on m'a proposé cette série, j'ai juste reçu 2 épisodes. J'avais compris que ça se passait vraiment dans le Parti Socialiste et que ça tombait sur le Parti Socialiste. Je trouvais ça très dangereux. Je trouvais que c'était pas vraiment le truc à faire dans le moment, donc j'ai dit c'est quoi ce truc? On me demande quoi, de faire réélire la droite mais j'avais lu que 2 épisodes. Et en fait j'étais absente, je tournais au Canada et c'est l'agent de l'époque
avec ma mère qu'on décidait que c'était super que je fasse ça. Ta mère a le droit de... Bon, après, mais oui, j'ai reçu, j'étais au Canada avec le décalage horaire, un message délirant en me disant ah, c'est super, c'est signé. Tu te dis, ben non. D'accord, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la commission d'enquête de l'Assemblée, tu racontes aussi comment tu as dû te battre pour éviter le traitement sexiste du récit de ton personnage, car on voulait absolument que tu aies une relation avec un homme, à cause de qui, notamment, ça me fait rire, la présidente de la République que tu incarnais se désintéressait de la politique d'un seul coup et fumait des pétards en regardant Game of Thrones. Et donc Ça a été tourné? Non, j'ai raté cet justement, épisode. et en fait, d'accord. tu racontes que quand tu faisais tes remarques en disant mais non, je vais pas jouer ça, on te répondait mais il y a plein de comédiennes féministes qui trouvent rien à dire à ce rôle. Donc tu es partie de la série et on a tué ton personnage. Alors, je suis pas partie de la série. Enfin, je leur On ai a tué dit ton personnage. qu'il y a des choses. Non, mais parce que c'était de la haute trahison dans la mesure où sur les écritures de série, comme ça, on a les 4 premiers épisodes. On travaille et puis il y a une pause de 15 jours. Et d'un coup, pendant ces 15 jours qu'ils appellent des vacances, on reçoit les 4 derniers qu'il faut apprendre par cœur. Bon. Et donc, je reçois les 4 derniers. Et là, oui, effectivement, c'est de la haute trahison. C'est d'un sexisme dingue. Et je dis non, en fait, c'est pas possible. Il y a quand même une clause, ça, il faut le savoir aussi, hein, ça fait partie du droit du travail, mais une clause intellectuelle, une clause artistique qui permet de dire non. Je ne vais pas aller contre mes idéaux, je ne vais pas participer à cette entreprise. Et ils n'ont pas du tout accepté de l'entendre, ça. Ben non. Non, donc j'ai dit, vous vous démerdez, vous me faites disparaître, ce qui n'est pas possible, parce que ça c'est un autre truc à savoir. Quand on est personnage principal, on doit revenir toutes les 9 minutes. Ah, intéressant. Voilà. Mais bon, et donc j'ai eu droit, je sais pas, à une scène où d'un coup, dans la bibliothèque, il y a 3 bouquins féministes des années 70, ça me dit, hey, tu vois. Waouh. Bon, au final, c'est une série très réaliste au départ sur le monde politique. À la fin de la saison 3 où Anna disparaît. Non, il y a une dystopie, voilà, non, un suicide en Méhari jaune. Non, mais faut le dire quand même, on est dans une série réaliste. On n'a pas un président de la République qui se soit suicidé. Mais c'est un peu lourd pour les épaules d'une femme. Pas encore. Alors, c'est vrai que ces dernières années, ton ancrage féministe se fait plus visible. Récemment, tu as fait partie du collectif Draga, aux côtés de Lucie Antunes, Pierre 2B, Pierre 2B peut-être, pardon. PR2B. PR2B, excusez-moi. Ouais. Théodora Delilez et Narumi Hérisson. Et vous avez enregistré un album qui s'appelle Aux guerrières, tiré du livre Les guerrières de l'autrice lesbienne majeure Monique Wittig. Ouais, j'ai un t-shirt. Il y a des lesbiennes dans la salle. Je crois qu'il y a des lesbiennes dans la salle. Donc, dans une interview que tu as donnée à l'occasion de Draga, tu as dit qu'après cette expérience très intense et dans laquelle tu t'es senti très aligné politiquement, ça allait être sûrement dur pour toi de travailler autrement et de revenir en arrière, entre guillemets. Qu'est-ce que ça a changé ce travail en collectif et en quoi c'était différent du théâtre ou du cinéma qui sont aussi des arts collectifs? Alors, ce qui était différent, c'est que là, on a décidé de travailler en collectif. C'est pas, on peut, il y a plein de choses qu'on peut pas faire seul. Hein. Je sais pas, même une table. Bon. J'ai essayé, c'est cool. Et pour autant, c'est pas un travail de collectif. Chacun peut faire, son travail. Ça peut être très hiérarchisé. Là, on s'était proposé de, vraiment aussi inspiré par Monique Wittig de créer un collectif de femmes, où tout le monde avait la même importance. Il n'y avait pas des chefs et des sous-chefs. Mais c'est une discipline. Et en fait, c'est vraiment... c'est jamais évident. C'est pas intuitif dans la mesure où tout est fait dans notre société pour qu'on ne travaille pas comme ça. Tout est pouvoir, tout est domination.
Donc voilà, on s'est éprouvé avec cette discipline et on a eu la chance de faire quelque chose qui nous a donné une grande joie qu'on a pu partager avec des gens. Moi, c'était aussi une expérience très nouvelle parce que de dire un texte de cette puissance sans metteur en scène. Voilà, avec des femmes pour qui j'avais énormément de respect, mais on n'était pas dans l'admiration. Enfin, voilà, on était en train de construire quelque... C'était complètement nouveau, et puis c'était complètement nouveau aussi d'avoir ces expériences ensemble, en public. C'était d'ailleurs pas facile quand on passait dans les salles, certaines fois, avec des mecs un peu virils qui nous faisaient comprendre qu'on était juste des filles quand on avait des exigences techniques. Allez, Mais... les techos. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Non, parce que moi, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais mes spectacles en drague, on va souvent dans des salles de concert, et les artistes drague sont pas, les techniciens viennent pas forcément quand c'est nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'était un peu de cet ordre-là. Et quand on disait qu'éventuellement il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était pas pris en compte. Ou ça allait être très différent quand ce serait plein. On dit ouais. Voilà. Mais l'expérience aussi est assez folle, c'était de pouvoir être porté par la musique. Donc moi j'étais dans un grand lâcher prise et de voir les gens, parce qu'au théâtre généralement on fait semblant qu'on les voit pas et qu'on est dans il y a cette histoire du quatrième mur, et là de pouvoir être les yeux dans les yeux. Il y avait, je sais pas, j'ai vu des femmes en larmes. Ça fait quelque chose. Et c'est un texte de 1969 qui est d'une puissance et d'une nécessité folle. Voilà. Puis c'est une très belle histoire. On a rencontré Sandy Zek, qui était donc la compagne de Monique Wittig, qui a adoré. Parce qu'il fallait aussi qu'elle accepte, qu'elle nous donne les droits. Enfin voilà, ça a été une très très belle histoire. Très très belle. Alors, c'est une proposition peut-être un peu osée, mais j'y réfléchissais depuis plusieurs années. Vu que tu es là, je me permets. L'Opoponax, la comédie musicale. Ça peut être intéressant. Mais quoi, mais tu le verrais comment? En seul en scène, ou tu mettrais tous les personnages ou Sky is the limit. Ok. Ça peut être une expérience VR aussi. D'accord. Et Vas-y. Non, mais c'est pas mon projet. Et qui sont tes guerrières du cinéma français, ou tes guerrières littéraires, des inspirations? Tes meufs en or. Ouais, tes gossures, ouais. Merde, j'avais pas préparé ça. Ouais. Alors, on précise qu'il manque forcément des gens. Moi, je vais parler d'une de mes guerrières. Donc, moi, une de mes guerrières, c'est Chantal Akerman. D'accord. Alors, j'allais dire que mes amants savent que j'ai une affiche de Jeanne Dielman dans ma chambre, ce qui annonce un petit peu la couleur. Voilà. C'est vrai, j'ai une affiche de Jeanne Dielman dans ma chambre, mais j'ai pas d'amant, mais elle est avec moi toutes les soirs, c'est bien. Et en fait, un de tes premiers rôles au cinéma, c'était dans le film de Chantal Akerman, La Captive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Chantal Akerman, de sa manière de travailler et de l'héritage artistique et lesbien aussi qu'elle laisse derrière elle? Et belge. C'est vrai. Et elle est belge, oui. C'est vrai. Important à préciser. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Chantal Akerman pour ce film donc adapté d'Albertine prisonnière de Proust. Et tout était un peu délirant. Parce qu'elle me fait passer un casting. Et puis, je me retrouve face à Chantal Akerman. En plus, je sais pas, elle a écrit Les Rendez-vous d'Anna. C'est un film qui est sorti en 1978. C'est l'année de ma naissance. Je me disais, il y a un truc. Et puis là, elle me dit, je passe des scènes. Et elle me dit, tu comprends bien que tu es bien trop évidemment Albertine pour que je te donne le rôle. Oh. Intense.
Et donc voilà, elle m'a dit que non, je ferais pas ce rôle-là. Mais ensuite, elle m'a recontacté. Et c'était aussi particulier puisque il y avait que 2 personnages qu'on voyait comme lesbiennes dans le film. Et donc elle y tenait beaucoup, mais elle me le propose à moi. Et il y a eu des rebondissements. Il y a eu des rebondissements. Et il se trouve que je n'ai tourné que 2 jours avec Chantal. Et que au final, j'étais pas censée être dans le film. Et puis elle m'a remis dedans. Je veux dire, tout est une histoire en soi avec Chantal Akerman. D'accord. Et voilà, et oui, ces films, c'est des gestes, ces interviews aussi. Je pense que ça a été hyper important pour Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, on se rend compte à nouveau que voilà, c'était une grande militante féministe qui, avec Carole Roussopoulos, a réalisé des films, s'est emparée de la vidéo, parce qu'à l'époque, ça faisait quand même une vraie différence de pouvoir tourner en vidéo et pas en pellicule. Et c'était avant MeToo, hein. Ouais. Mais voilà, et donc oui, toutes ces propositions de films de femmes. Alors d'ailleurs, Jeanne Dielmans, ça a été élu meilleur film de tous les temps. C'est pas du tout original en fait, d'aimer ce film. Mais c'est à voir, c'est incroyable. Et c'est une expérience, un rapport au temps. Faut un RTT, hein, par contre. Voilà, ça dure 3h30 et c'est très lent. Ça dure plus de 3h30. Hein. Alors, en parlant de lesbiennes, tu as aussi fait partie du jury de la première édition du Goncourt, le prix littéraire visant à visibiliser la littérature lesbienne. Attends, on est d'accord qu'on partage une photographe avec ce prix? Alors oui, notre photographe Teresa Suarez a aussi été la photographe du Goncourt. Voilà, parce qu'on a aussi une cohérence. Voilà, on est cohérent. Donc le prix a été créé par l'enseignant-chercheur Alex Lashkar et Lauriane Nicole, fondatrice du média culturel Lesbien Raisonnable. Vous avez notamment récompensé les livres de Fatima Das, Wendy Delorme, Nelly Slim et Sabrina Calvo. Alors c'est intéressant parce que le jury a décidé d'emblée de disqualifier les livres publiés par le groupe Hachette, dont le propriétaire est le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Alors ce mois-ci, il y a eu un séisme dans le milieu de l'édition, puisqu'on a vu le départ de centaines d'auteuristes de la maison d'édition Grasset, qui fait partie donc du groupe de Bolloré, après que l'éditeur historique Olivier Nora a été renvoyé. Et Bolloré est aussi le propriétaire de Canal+, qui participe au financement de quasiment tous les films français. Est-ce que des relais H, de CNews, enfin non mais faut voir de l'Olympia, du Casino de Paris. Voilà. Ce qui vient se passer chez Grasset t'inquiète. Et est-ce que tu penses que l'industrie du cinéma est régie par d'autres dynamiques qui éviteront que Bolloré mette moins une mainmise idéologique aussi, sur le cinéma qu'il l'a fait dans la presse ou dans l'édition, ou que ça va se passer, que c'est une question de temps? Non, mais voilà, parce qu'il a aussi racheté UGC. Ça s'est fait, ça? C'est production, distribution. Il y a un désir qui est très très clair. Donc, et le cinéma, ça coûte plus cher que d'écrire un livre. Parce que je pense que les auteurs peuvent quitter une maison d'édition et en retrouver une. Bon, c'est compliqué, hein. Moi, je félicite tous les gens qui se lancent dans l'édition aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper courageux et c'est hyper nécessaire. Grâce au prix au Goncourt, j'ai découvert des maisons d'édition que je connaissais pas, qui font un travail remarquable. Justement, je pense que ce qui se passe là, c'est d'une violence inouïe, mais bon, c'est déjà là depuis longtemps, en fait. Et que là, il va y avoir des réponses artistiques, des créations d'ailleurs. Et pour le cinéma, je sais pas, on va peut-être retourner à nouveau en tournée montée avec de la pellicule, sans passer par ces comptoirs-là, parce qu'il y en a très très peu. Alors, puisqu'on parlait du prix Goncourt et de Lesbien Raisonnable, alors on s'est vu, on se connaissait pas, on s'est vu, donc merci d'être là. Mais enchanté. Enchanté. On voulait rendre fémage à Lesbien Raisonnable, car c'est grâce à elle que nous avons pu avoir le contact d'Anna Mouglalis. Donc, en l'honneur de Lesbien Raisonnable, on a préparé pour toi, Anna, un petit questionnaire rapide, un petit jeu intitulé Lesbien raisonnable ou lesbien déraisonnable? Alors, vas-y, Babouche. Lesbien raisonnable ou déraisonnable?
Grandir à Fréjus. Ville Front National, désormais. Je dois répondre juste par une des deux propositions. Non, mais parce qu'en fait, j'ai pas grandi à Fréjus. Ah, Oh fake news, Wikipédia, Fake news, oh là Ah, là. j'y suis né. C'est Ah, énorme. Bon, bah, c'est peut-être pas plus mal en réalité. Lesbien raisonnable ou lesbien déraisonnable, Brigitte Fontaine. Oui, car on a appris que tu avais participé à la fucking night de Brigitte Fontaine au printemps de Bourges. Ah ouais, Ça devait être incroyable, ça. ouais, non, et elle est... J'allais dire, elle est ailleurs et en même temps, elle est pas très loin là. Elle est. J'ai vu qu'elle était en photo là-haut d'ailleurs. Bah, là, une photo de Brigitte Fontaine. dans le Exactement. Je me suis dit, tiens, elle nous accueille. Mais apparemment, maintenant, elle va être tous les soirs à minuit sur FIP. Ah ouais? Ouais. bar. Elle va donner genre, elle va dire une phrase à minuit. Oui, un truc une comme ça. phrase à minuit tous les jours sur FIP. Et il y a marqué Ad vitam aeternam. Ça, Donc- c'est super. Non, mais moi, ça me donne de l'espoir, ça. Oui, parce que d'ailleurs, le concert, à un moment, ça avait été monté comme oui, ça va être le dernier concert de Brigitte Fontaine. Et c'est ça s'appelait Last Night ou je sais pas quoi. Elle a dit non, ce sera fucking night. Et d'ailleurs, on l'avait déjà conseillé, mais l'album Pick Up de Brigitte Fontaine. Ah ouais. Album magnifique. Moi, j'écoute pas de musique, mais ça, j'écoute. Lesbien raisonnable ou lesbien déraisonnable, la Fémis. Apparemment, il y a écrit sur la page Wikipédia rapidement passé par la Fémis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ouais, là, je révèle un gros truc, mais cette page Wikipédia, je sais pas qui l'a fait, mais c'est pas vrai non plus. Merde, je pensais qu'on avait un trauma commun, du Mais- coup, non. Ah ouais, mais non. Non. Mais c'est compliqué Wikipédia parce que même quand on dit que je suis très copine avec des mecs d'extrême droite, on peut pas y toucher. Mais pourquoi ils ont inventé ça, Wikipédia? C'est super bizarre. De dire que j'étais très copine avec un. Je crois Non, que de c'est. dire que t'es allé à la Fémis si t'y es pas allé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est super étrange. Mais je ne sais pas. Parce qu'en plus, normalement, tout ce qu'on met doit être Attends, Bah, attends. référencé dans un article. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tes parents sont vraiment kinésithérapeutes ou c'est pas vrai non Non, plus c'est pas vrai non plus. C'est une blague. Putain, non mais, Non, mais c'est une blague. non, mais en fait, c'est de notre faute. On a tellement été victime de Wikipédia. Mais c'est super Non, bizarre. mon père est Mystérieuse, les acupuncteur. Mon père est acupuncteur. Acupuncteur. Mais c'est pas pareil. Lesbien raisonnable ou lesbien déraisonnable, la Suisse. Alors, non, oui, mais oui, on oui, te demande ça, on te demande ça. Contexte. Contexte, on te demande ça parce que vraiment, on a plusieurs personnes de type homme gay. Mais vraiment Et plusieurs. vraiment Hein. plusieurs personnes Dont qui, certains quand sont on leur là. a dit qu'on te recevait, ils nous ont dit il faut absolument que vous lui parliez de sa réplique mémorable dans Merci pour le chocolat. Il n'y a pas de voleur en Suisse. Elle résonne particulièrement avec les hommes gays, je te l'informe si tu n'étais pas au courant. Je dis ça, non? Voilà. Je me Non, mais souviens t'es que je dis il n'y a pas le feu au lac. Mais Chocolat, c'est vrai. de toute façon, c'était. Ouais. On a les fans de Chabrol dans la salle. Hein. Donc pas d'avis particulier sur la Suisse. Je pense qu'il faut vieillir. Le lac, c'est comme le ragoût, la daube. On n'aime pas ça quand on est jeune. Ok. Moi, ça nage, ça dégage. Hein. Non, je connais pas bien la Suisse. Et Bah. s'il y a des voleurs en Suisse. Ah bah ouais. Ouais, voilà. Lesbien raisonnable ou déraisonnable? Bah ça, j'espère que c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, ça va vraiment m'énerver. Doubler la voix d'un alien dans une super production américaine, car en effet, tu aurais doublé l'alien du film Mickey 17, le dernier Bong Joon-ho. C'est vrai, je fais Ah la voix d'un grand vagin de l'espace. Comment mais tu, ça, comment tu t'es enfin, trouvé ouais. dans cette histoire? C'est improbable quand même. Alors, Bong Joon-ho avait vu un film qui s'appelle L'événement, adapté d'Annie Ernaux, réalisé Audrey par Diwan. Audrey Qu'on Diwan. adore. Et donc, il était président du jury à Venise et son jury a décidé de donner le prix, le grand prix à ce film. Et il a bloqué Anna Maria, qui a le rôle principal de l'événement, et aussi dans le film de Bong. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, je sais pas, c'est des coups de fil en disant viens. Mais ça a été assez drôle quand je lui ai dit mais c'est donc un grand vagin de l'espace. Et il me dit mais pas du tout, c'est un monstre. Et je dis ouais, c'est quand même particulier qu'à chaque fois ça ressemble quand même à des vagins. Non, il y a Oui, et puis beaucoup de monstres c'est un qui monstre ressemblent pas à des tellement vagins. haineux, enfin c'est un monstre... Ouais, c'est le personnage positif en fait. Oui, il y a Hein. un côté, oui, matrimonde. Ouais. Matriarcat. Complètement. Ouais. Qui subit un colonialisme abominable. Ouais.
Et lesbien raisonnable ou déraisonnable? Les drag queens, oui, parce que tu as joué Juliette Gréco, Simone de Beauvoir, Coco Chanel, Sarah Bernhardt. Te revendiques-tu comme transformiste? J'ai pas ce talent, mais j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais Tu bien. joues avec des perruques? Alors, on m'en a déjà mis dessus, ouais. Ça fait chaud, hein? Ouais, non, Ouais. mais sérieusement, Ouais, c'est sérieusement. horrible. Merci Anna, c'est très lesbien raisonnable d'avoir répondu à notre questionnaire. Et n'oubliez pas d'aller suivre le compte Insta lesbien raisonnable. Oui, et on va corriger la page Wikipédia, s'il vous Ouais. plaît. Non, parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. Et on parlait de transformistes. J'en connais une qui, elle aussi, a essayé de jouer Sarah Bernhardt, mais avec beaucoup moins de succès qu'Anna Mouglalis. C'était le personnage de Snatch Game qu'elle a proposé dans sa candidature à Drag Race France. Alors, voilà. Elle visait le quota reconversion professionnelle de la Fémis. Bon, elle est là. Voilà, ça n'a pas porté ses fruits. C'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Écoute-moi bien, salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Ceci est un message adressé à Fabrice Laffont, directeur de Madame Arthur, célèbre cabaret transformiste parisien. Mythique dès ses débuts en 1946, grâce aux légendaires Bambi et Coccinelle, Arthur a eu, à sa réouverture en 2015, le bon goût d'accueillir les divines Soa de Muse et Corinne. Aujourd'hui, la scène brille toujours grâce à des divas telles que Diamanda Callas, Madeleine Flamboyante ou et autres Lola Dragonesse von Flamme. Si le temps est heureusement encore à la fête, un article Télérama daté du 1er avril, malheureusement j'ai vérifié, c'était pas une blague, du coup un article d'un certain Ivan Logfenov nous apprenait que pour réduire les coûts, l'établissement Madame Arthur aurait décidé d'avoir massivement recours à l'IA. Madame Arthur, c'est du jeudi au dimanche, un cabaret de drague et transformiste chantant qui revisite les classiques du répertoire ou francise des divas et pop stars internationales. C'est aussi une tournée avec des dizaines de dates dans toute la France, des événements privés, des soirées qui augmentent leurs tarifs année après année. Bref, c'est une manne financière et une entreprise qui marche très très bien. Pourtant, Fabrice Laffont aurait décidé de faire de l'IA le clou du spectacle en supprimant les DJ sets pour les remplacer par des playlists générées automatiquement, en renvoyant l'équipe artistique pour, entre guillemets, écrire lui-même les spectacles et en demandant même à l'équipe de communication de créer des personnages drag clés en main, utilisables pour des publicités, des visuels ou pourquoi pas même pour les assigner à des artistes qui n'auraient ainsi pas le droit de se produire en dehors du cabaret. Leur nom, Data Von Tana, Simone de Bavure, Gina Tonic. Car oui, rappelons-le, si besoin l'est, l'intelligence artificielle recycle des idées déjà formulées. On ne peut pas non plus lui demander de créer des drag queens au nom inventif, référencé et rigolo, comme, je ne sais pas, par exemple, Babouchka Babouche. Alors, bien qu'il soit lui-même millionnaire et que son affaire génère probablement autant en une journée que les revenus d'un simple intermittent en une décennie, Fabrice Laffont ne supporte pas que ses artistes puissent créer des spectacles ou des numéros chez Madame Arthur et ensuite proposer leur art sur d'autres scènes, voire au drame, oser développer des projets artistiques personnels. L'intelligence artificielle, quant à elle, a le bon goût de n'avoir ni loyer à payer, ni velléité artistique extérieure. Afin d'obtenir les réponses que réclament les Français, j'ai tenté de mettre à profit mon humble plateforme pour contacter le cabaret Madame Arthur. Mes doléances, comme l'article de Télérama et d'autres interrogations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est désagréable à dire en plus, et du traitement des artistes ont été repartagées de nombreuses fois sur Instagram, mais jusqu'ici, aucune réponse de Fabrice Laffont ou de son équipe. Sur le site internet du cabaret, aucune mention d'IA, ni dans les valeurs de l'établissement, ni dans les photos qu'ils utilisent. Aujourd'hui, vous me direz, on ne sait plus vraiment si c'est du lard ou du cochon, mais les photos semblent bien représenter Mini Majesté, La Briochée ou encore Andro Kill, de vrais artistes
que je vous recommande d'aller voir en vrai, non pas pour aller leur demander si elles existent vraiment, mais bien pour découvrir leur art qu'elles génèrent humainement. Toutefois, comme il le disait à Télérama, Fabrice Laffont affirme que son utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle n'a pas à être commentée publiquement. Eh bien, je suis désolé Fabrice, mais avant de dépenser 30 balles dans une place de cabaret, j'aimerais savoir si je vais passer une soirée devant un spectacle créé par des gens, de l'art qui fait vibrer, qui émeut et qui transporte, ou si on va me servir de la soupe prédigérée, encore moins inspirée que le scénario du Diable s'habille en Prada 2. J'ai été aujourd'hui, c'est pas ouf. Historiquement, intrinsèquement, le cabaret a toujours été l'espace d'expression des marginaux, un espace libre, bordélique, déviant et pourquoi pas même punk. Alors désolé Fabrice, mais en attendant de savoir si oui ou non Madame Arthur est actuellement dirigée par la bêtise et la laideur artificielle, j'encourage le public à boycotter et à soutenir des initiatives derrière lesquelles je vous assure qu'il y a des vrais artistes avec des corps et des organes comme le cabaret de poussière, les Vénus noires, le cabaret de nulle part, vice le cabaret décadent du cirque électrique et bien sûr Screen Queens, le cabaret drague et cinéma que je propose depuis 2018 avec Morphine Blaze. Merci Babouche pour tes mots d'une intelligence tout sauf superficielle. Alors, en parlant d'intelligence artificielle, tu as récemment joué la méchante dans le film d'Alloway de Yann Gozlan, aux côtés de Cécile de France, mais surtout Mylène Farmer, qui donne sa voix à une intelligence artificielle qui fait peur. Mylène, si tu nous écoutes, on t'attend. Un peu comme le robot HAL dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, l'IA, au cinéma ou dans le doublage? Comment tu vois cette révolution qui est en marche et qui bouscule pas mal? C'est de la merde quand même. Grave. Non, c'est surtout que, enfin, je sais pas, il suffit de se représenter aussi ce que ça consomme en énergie, et pour autant, on a l'impression qu'on est embarqué et que ça peut pas s'arrêter. Mais même ce film qui dénonce, qui est un film un peu comme les récits du temps de la révolution industrielle, avec la peur de la machine. En fait, il existe, mais pour autant, le réalisateur qui a fait ce film, donc il fait peur à des gens, parce que c'est un peu un thriller, il a décidé qu'il utiliserait l'intelligence artificielle dans ses prochains films, donc je sais pas. Super. Non, on m'a fait un plan comme ça aussi. J'ai joué dans une série qui s'est avérée pas du tout ce qu'on était censé faire. C'était une série décoloniale, féministe. Ça s'est transformé en projet raciste, sexiste. C'était dingue. Et donc, j'ai fini le travail pour que l'équipe, ça se tournait au Sénégal, pour que l'équipe soit payée. Sinon, il y avait de forts risques que ça ne se fasse pas. Et donc, mais j'ai refusé qu'on utilise mon nom. Eh bien, on m'a appelé pour me demander de faire de la post-synchro. J'ai dit non, mais ça va pas ou quoi? Je vais pas, parce qu'il réécrivait des dialogues atroces. Et là, on m'a dit, c'est mon agent qui m'appelle en me disant écoute, ce serait peut-être mieux que tu le fasses toi-même parce que sinon ils vont utiliser de l'intelligence artificielle. Donc c'est moi qui ai été obligé de dire à mon agent mais d'où ils utilisent de l'intelligence artificielle pour reproduire ma voix? C'est absolument interdit. Bon, les syndicats se battent, ils sont au front, la CGT... C'est interdit ou pas du coup? Bien sûr que c'est interdit. Okay. D'où on reproduit ma voix, t'imagines? C'est malade. Mais d'ailleurs, en fait, cette année, au Festival de Cannes, c'est interdit, je pense. Je sais pas, il peut y avoir une grève chez Madame Arthur. Normalement, c'est pas possible de mélanger comme ça. Alors moi, je précise que j'ai peut-être demandé à des gens, mais en tout cas, personne ne veut s'exprimer, etc. Les artistes font ce qu'elles peuvent pour manger et vivre. Personnellement, ça m'inquiète énormément, mais que ce soit chez Madame Arthur, moi, derrière ce glamour et cette beauté, je suis scénariste. C'est déprimant, quoi, ce qu'on nous propose.
Et justement, cette année, au Festival de Cannes, il va y avoir un peu la première entrée de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a été utilisée par moment pour faire des effets spéciaux, des choses comme ça, dans certains films qui ont été sélectionnés. Et toi, tu seras à Cannes cette année, puisqu'on a appris, comme on l'a dit, il y a quelques jours, avec beaucoup de bonheur, que tu seras coprésidente de la Queer Palm, aux côtés de Thomas Joly. Alors, le jury est composé aussi de la mannequin et actrice Ray Martigny, de l'actrice et chanteuse Jenny Beth et d'André Fischer, le président du festival Mix Brasil, le plus gros festival des cultures LGBTQIA+ d'Amérique latine. Alors, tu as déjà fait partie d'un jury de festival, notamment celui de la Mostra de Venise en 2017. Alors moi, j'ai 2 questions, parce que c'est un truc que je trouve mystérieux. Ça ressemble à quoi les discussions d'un jury dans les festivals de cinéma, en fait? Est-ce qu'on analyse vraiment en profondeur les films, ou est-ce que c'est un peu un j'aime pas, consensus Est-ce que ça parle vraiment cinéma, en fait? Ça dépend avec qui on parle. Et puis ça dépend aussi de à quel point ça compte pour nous, par exemple, de défendre un film. Il m'est arrivé une chose folle, j'avais jamais vu de film de Guédiguian. À Venise, il y avait un film de Guédiguian et le truc commence et je me dis, oh là, c'est pas possible, c'est ça le film français. La lumière, c'était terrible et tout. Et alors, j'ai été complètement embarqué, j'étais en larmes en sortant de ce film, mais vraiment en larmes. C'est justement un film sur une génération vraiment engagée de gauche qui se voit, tous ces désirs de vie révolutionnaire complètement sapés, éteints, et qui meurent. Et donc ce film, a priori, on ne devait même pas en parler. Et, là, on en a parlé. Et on a parlé un peu de politique, en fait. Et en fait, on parle que de ça. Quand on décide qu'il y aurait de la lumière sur un film plus que sur un autre. Donc, c'est quand on est engagé, en fait, on est bien dans cette discussion. Parce que généralement, surtout la Queer Palm, on ne peut pas ignorer l'aspect politique du truc. Même si moi, je pourrais l'ignorer en me perdant dans les beaux yeux de Raya Martini. Mais ça va peut-être être un défi. Non, ça va pas être un défi, ça va être un plaisir de partager une semaine avec des personnes aussi super. Carrément. Et puis aussi, effectivement, c'est. Non, mais s'il reste une place dans le jury, moi, je suis disponible. J'ai pas de logement sur Cannes, mais. Viens, on est tous en coloc. Donc. Mais non. Tu viens, bien sûr que si. Mais je veux voir cette télé-réalité, par contre. C'est clair. Là, il y a un contenu à voir. Waouh. T'attends quoi alors de la Queer Palm? Des films? Comment t'approches un peu cette sélection et les choix, justement? Qu'est-ce qui va guider un peu tes choix? C'est dément de pouvoir aller à Cannes comme ça, parce que dans la compétition et tout, c'est même pas envisageable. Donc là, non, je pense, et puis je pense que c'est hyper important. La Queer Palm, elle galère, par exemple. Il y a de plus en plus de visibilité, mais il y a de moins en moins de personnes qui donnent de l'argent. Donc ça veut dire que ça peut disparaître. On voit ce qui se passe, je sais pas, le festival Chéri Chéri, à qui on a raflé comme ça les subventions, Valérie Pécresse. Donc en fait, partout c'est attaqué. On sait que le cinéma est un milieu extrêmement réactionnaire. Donc ça fait plaisir à tout le monde de faire comme si la Queer Palm c'était pour toujours, mais c'est pas vrai. Et avec je sais pas, tout ce qui se passe aux États-Unis, je pense que c'est important parce que c'est une vitrine sur le monde, ce festival. Mais j'espère voir de très beaux films. J'ai appris que la première Queer Palm, il n'y avait que 4 films en fait qui avaient des thématiques queer et qui pouvaient concourir. Maintenant c'est plus autour de 15-20 films, et je crois que ça génère aussi un petit élan dans la mesure où certains distributeurs se disent je vais prendre ce film parce qu'il a une thématique queer et qui peut concourir pour la Queer Palm. Donc c'est hyper important en fait. Alors voilà, nous on a découvert comme tout le monde que tu serais à Cannes au mois de mai. Mais on avait déjà prévu de politiser notre somme, de ne pas avoir été invité, car oui, pour toutes les pouilleuses comme nous qui ne seront pas à Cannes cette année, vous avez l'occasion d'outwalker le reste de la scène culturelle française et internationale, d'être plus déconstruit que les déconstruits, en allant au Décolonial Film Festival, qui se tiendra du 11 au 24 mai dans plusieurs cinémas
en Ile-de-France. Et puisque c'est un festival qu'on aime beaucoup, on a invité un de ses représentants, Sam Letter, à venir nous parler un petit peu du festival. Sam, je te donne la parole. Non, mais attends, je lui passe mon micro comme ça, vous pouvez discuter. Non, moi je vais boire de l'eau. Merci beaucoup. Franchement, c'était hyper intéressant de pouvoir entendre la discussion avant parce que vous avez abordé aussi plein de problèmes structurels qu'on nous essaye d'affronter en fait avec le festival. Donc nous, c'est vraiment aux mêmes dates que le festival de Cannes pour le coup. En fait, on voulait proposer un autre espace de diffusion où on pouvait vraiment parler politique et affronter toutes ces oppressions-là qu'on voit dans l'industrie à plein de niveaux. Et du coup, on a durant 2 semaines en mai, il y a tout un comité de programmation qui choisit des films du coup pour la sélection où du coup ça va parler de l'histoire coloniale, des systèmes de pouvoir, des mouvements de résistance et c'est avec plein de perspectives différentes du coup. Et l'idée c'est que voilà, après chaque projection il y a un débat, il y a une discussion et c'est une manière pour un peu politiser à nouveau la culture comme tu dis qui est vraiment hyper réactionnaire où on entendait de plus en plus de festivals qui disaient on va pas faire de politique, on veut pas notamment à Wim Cannes. Wenders, pour pas le nommer, à la Wenders dernière Berlinale, qui a quand même dit que Wim Wenders, à propos du génocide palestinien, le cinéma ne faisait pas de politique. De la part de Wim Wenders, De toute façon, il a jamais fait que des films de merde. Bouh, cancel. Non, mais ça a quand même été, je pense, une déception pour beaucoup de personnes ce qui s'est passé à la Berlinale et Wim Wenders. Ouais, et puis C'est politique de pas être politique. Hein. c'est ça, Si exactement. t'as pas besoin de politique, c'est... Non, et puis en fait, tu te rends compte que c'est un politique quand ça les arrange ou pas, tu vois. Genre, à la Berlinale, moi j'étais en 2024 et ils voulaient pas dire un seul mot sur la Palestine, mais tu vois, l'année d'avant, ils avaient invité Zelensky, ils parlaient de l'Ukraine et tout, tu vois. Donc en fait, tu vois qu'il y a un deux poids, deux mesures dans cette industrie-là. Donc quand les gens ils disent on veut pas faire de politique, c'est juste qu'ils ont une politique réactionnaire en fait. C'est vraiment plutôt ça, quoi. Donc la programmation est bientôt disponible sur le site et Ouais. sur la page Instagram. C'est ça. Du coup, là, on commence à partager ça sur Instagram. Ça sera aussi tout disponible sur le site internet. Et voilà, du 11 au 24 mai. Et on vous invite vraiment, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Cannes pour faire la fête, de rester. Du coup, ce sera en région parisienne, dans plusieurs cinémas partenaires en banlieue, Paris Intramuros aussi, quoi. Voilà, et alors c'est pas parce que les statistiques Spotify du Masque et la Plume dans le cul nous disent que 60% des personnes qui écoutent le Masque et la Plume dans le cul sont localisées à Montreuil. Oui, on est à ce point-là. Attends, cliché. c'est une blague ou pas? Non, c'est vraiment... Non, 60% vivent Montreuil. Mais c'est gravissime. Montreuil, Paris, Montréal. Ben, Mais sachant qu'en plus, il y a mes 2 tantes qui vivent en Bretagne qui écoutent. Hein. Ouais, ben, on se refait pas. Donc c'est pas parce qu'on est visiblement très montreuillois qu'on ne parle pas au reste du monde. Et d'ailleurs, Sam, le Déconial Film Festival n'a pas lieu qu'à Paris et en Ile-de-France. Je crois qu'il y a des branches aussi à Toulouse et à Madrid. Des choses Oui, comme ça. exactement. En fait, dans l'équipe, on a des membres qui sont basés à Toulouse et à Marseille notamment. Donc, on a fait une mini-édition notamment à Toulouse. On a fait une édition tout récemment à Madrid. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose en dehors de la France. L'idée, en fait, c'est que ça soit un festival itinérant qui soit un peu disponible un peu partout, de surtout pas concentrer que sur Paris, quoi, comme capitale culturelle. Et du coup, on est très ouvert à faire des événements, des projections dans plusieurs autres villes, voilà, et de se déplacer un peu dans différents lieux. Surtout que là, en plus, on voit qu'il y a de plus en plus d'espaces qui deviennent fragilisés, et puis même du coup des lieux à boycotter, quoi. En fait, du coup, l'idée d'avoir tout un réseau un peu plus large de solidarité où on peut créer des événements culturels, c'est important, quoi, de rester assez ouvert. Alors, merci beaucoup Sam Letter. On ira soutenir le Déconial Film Merci beaucoup pour Festival. l'invitation. Merci. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Anne Mouglalis d'être venue se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Alors pour finir, on a vraiment plein de trucs trop cool à vous annoncer. Il nous reste 2 épisodes avant la fin de la saison 2 du Masque et la Plume dans le cul. Et il nous reste le prochain épisode qui aura lieu le vendredi 29 mai à 20h30 où nous aurons la joie L'honneur de recevoir une star internationale de l'art du drag qui nous viendra drette de la belle diversité francophone du Canada. Elle est acadienne et adore les cigarettes. C'est la drag queen Samy Landry qui sera avec nous. L'enregistrement sera suivi d'une soirée festive avec un blind test animé par Lulux et Pet Castor sur le thème de l'anémoïa, c'est-à-dire la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, genre celle d'avant la loi Evin.
et sera suivi de DJ set de folie. Ainsi que d'une performance conceptuelle de moi-même. Voilà. Et enfin, le dernier épisode de la saison 2 aura lieu le mercredi 10 juin à la Maison des Métallos. Ce sera à la suite du spectacle Dainas, mis en scène par Jonathan Capdevieille et avec Dimitri Doré. C'est un très beau spectacle qui joue du 9 au 13 juin à la Maison des Métallos. Et donc, on sera en mode after spectacle, board plateau, avec Jonathan Capdevieille et Dimitri Doré pour parler de la pièce, de leur parcours et sûrement d'Isabelle Huppert. Il va y avoir des liens pour s'inscrire, des codes promo sur notre page Instagram pour prendre des billets, etc. Donc, suivez tout ça. Un grand merci à l'équipe des Souffleux de nous accueillir ce soir. Merci à Lesbien Raisonnable. Merci à Lesbien Raisonnable de nous avoir aidé à contacter Anna pour l'inviter ce soir. Et merci pour le soutien, le soutien digital que tu nous donnes depuis le début de l'émission. Et le soutien lesbien. Exactement. On compte sur toi pour continuer à être déraisonnable. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Teresa Suarez pour les photos. Merci à l'extraordinaire Ous à la régie. Merci à Babouchka Babouche. C'est rien pour moi. N'hésitez pas à nous écrire et à suivre la page Instagram du podcast. C'est @lemasqueetlaplume DLQ. Passez une très belle soirée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Wouh!